Jacob Baptisteri qui est avec nous, titulaire d'un master en esthétique et Mmh. philosophie de l'art à la Sorbonne Université 2022. Il est actuellement en préparation d'un projet de thèse en esthétique des jeux vidéo. Son mémoire intitulé L'art muscle, l'existence plurielle de vidéo, un prévoir de la notion d'œuvre polyonique et les catégories classiques de l'ontologie de l'art à travers l'étude d'un jeu maintes fois copié et édité en différents son premier article intitulé La vitesse dans les shoot'em up, accélérer et ralentir la matière numérique, sera publié dans la revue Éthique digitale en 2024. Et en technique, tu veux partager ton écran si tu as une présentation. Alors, j'ai pas de présentation, mais j'avais mis quelques vidéos dans le chat pour si vous pouvez les diffuser, mais c'est plus en complément, ce ne sont pas absolument indispensables. Mais je suis C'est convaincu que plus ce pour sont les. des très bons compléments. J'ai reçu tous tes liens sur le post ici. On va faire, compte tenu de la méthodologie employée pour le partage des vidéos, on va y aller de la manière la plus instinctive. Est-ce que tu serais en mesure de partager dans le chat avec tout le monde les liens des vidéos et à ce Oui, moment-là, bien sûr. les lancer et les gens à la maison pourront les lancer sur leur post. Est-ce que ça te va? Oui, oui, bien sûr, ouais. Je les partage là Et dans le chat. puis Euh, ça va permettre à tout le monde de pouvoir suivre. Sur ce, la parole est à toi, mon cher. oui. Alors juste, je termine de partager. Alors déjà, bonjour, merci de votre accueil. Alors moi, je voulais, parler des jeux en Union soviétique, de ce qui avait existé en Union soviétique au niveau des jeux vidéo. Parce que c'est vrai, quand on pense à des jeux anticapitalistes, en fait, on a tendance à oublier qu'il a existé des jeux, dans des systèmes non capitalistes, notamment dans l'Union soviétique, qui était, bah, l'État le plus grand de la planète au moment de son existence. Et il y a eu tout un continent de jeux vidéo qui a été un petit peu oublié. Et c'est vrai qu'on a tendance, comme le faisait l'intitulé du colloque, comme le fait Triclo, à rapprocher capitalisme et jeux vidéo, mais c'est loin d'être forcément une évidence. Et je voulais qu'on tente d'adopter un point de vue un petit peu, se détacher un peu de l'ethnocentrisme occidental et aussi japonisant qu'on peut tendance à avoir pour un peu voir qu'est-ce qui s'était fait au niveau voilà, des jeux vidéo en Union soviétique. Étant donné qu'en plus, l'Union soviétique et par extension la Russie un petit peu parfois, et on comprend aussi au niveau du contexte, désigné comme un ennemi ou en tout cas comme un modèle un petit peu alternatif. Et l'idée, c'était de voir si les jeux vidéo, en URSS ont pu constituer ou non une alternative, au modèle, capitaliste. Et alors moi, mon cadre, ça va plutôt être, celui de la philosophie de l'art et l'esthétique, étant donné que c'est ma spécialité. Donc, après, bien évidemment, il y aurait beaucoup plus de nuances à apporter en termes de sociologie, politique sur, tout ce qu'on entend par, socialisme, par communisme. Mais, là-dessus, je vais plutôt laisser ça de côté pour vraiment voir quelle était la spécificité, proprement esthétique, artistique, poétique des jeux soviétiques. Alors tout d'abord, ce qu'on peut rappeler, c'est que les jeux soviétiques sont apparus dans les années 70, suite à une foire à l'attraction 71 de Moscou, où en fait les autorités se sont dit que ça pouvait être intéressant pour le divertissement, pour l'éducation, de diffuser les jeux vidéo donc en Union soviétique. Et donc du coup, il y a eu des prises de contact qui ont été faites avec différents voilà, constructeurs mondiaux. Et donc, il y a eu petit à petit, les jeux vidéo se sont implantés en Union soviétique. Donc, on va distinguer trois types de jeux. Premièrement, les jeux d'arcade qui ont été assez répandus en Union soviétique. Ensuite, les consoles qui ont été assez peu vues, en tout cas pas avant la chute du mur, qui étaient principalement des copies en fait, de jeux à cristaux liquides comme, par exemple les Game& Watch qui étaient un petit peu adaptés, je ne sais pas si vous pouvez par exemple montrer la dernière vidéo de Nu Pogody, qui est un de ces types de jeux. C'est Parfait. un jeu type, Game& Watch en fait et qui était, aussi on peut parler des clones de la Famicom, donc la NES, japonaise, faite par des sociétés, chinoises. Donc il y a eu quand même une influence des jeux étrangers en Union soviétique, de sociétés qui ont vraiment, commercialisé des jeux, bien que, voilà, ce soit assez difficile de trouver des sources, et mon niveau en russe me permet pas voilà, de chercher, voir s'il y a eu des sources universitaires à ce sujet. Et ce qui semble en tout cas, c'est que l'arcade a été principalement dominante, dans les années 70 et 80 par le fait aussi que tout ce qui était sur ordinateur, micro-ordinateur, était plutôt réservé à la classe intellectuelle, scientifique, vraiment pas c'était pas comme en Occident ou, enfin plutôt en Europe et au Japon, où pour le coup, il y a eu vraiment un essor de la micro-informatique, où tout le monde se mettait un petit peu à bidouiller,
à créer des jeux. Là-bas, ça semble avoir été un petit peu plus limité. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Union soviétique, les jeux d'argent étaient mal vus. Enfin, c'était condamné, c'était quelque chose qui n'était pas accepté. Donc l'idée même d'avoir des jeux où on met des pièces pour jouer, c'est déjà quelque chose qui a dû être un petit peu expliqué à la population. On peut constater que la plus grande différence, en fait, enfin, une des plus grandes différences entre les jeux socialistes, si on peut dire, et les jeux capitalistes, c'est que le jeu socialiste n'est pas fait pour gagner de l'argent. Il est fait pour instruire, en fait. Et c'est pour ça que, à travers tous les jeux vidéo soviétiques, on va avoir des thèmes qui vont revenir, notamment les mathématiques, tout ce qui va être la science, le développement des facultés physiques, mentales, intellectuelles, la présence de thèmes militaires. L'idée, c'est de faire des bons citoyens, des bons soldats, et les éduquer. On peut penser par exemple à un jeu d'arcade, où le but, ça va être de répondre des questions sur le code de la route. Donc globalement, des jeux assez simples, qui voilà, sont assez similaires aux jeux de l'âge d'or, un petit peu de l'arcade en Occident de la fin des années 70 et début des années 80, et des jeux qui, idéalement, n'avaient pas un thème aussi, comment dire, pas de thème aussi fantaisiste que ce qu'on a pu voir en Occident avec Pac-Man, par exemple, des fantômes. C'est des choses beaucoup plus réelles qui mettaient en place voilà, on va dire des gens du quotidien. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez, par exemple, montrer la première vidéo du musée d'arcade de Saint-Pétersbourg pour vous donner un Avec petit peu un plaisir, on va aperçu faire ça. pour vous montrer un petit peu. La particularité aussi de ces jeux-là, c'est qu'ils sont faits par l'armée, créés par l'armée, donc à partir de pièces restantes, de fusées, donc voilà, d'ordinateurs. Et du coup, comment dire, le résultat de ça, c'est que même aujourd'hui, ils sont encore classés des secrets défense. Donc il y a deux musées, à Saint-Pétersbourg, un à Moscou. Mais les personnes, les curateurs du musée, en fait, travaillent par leurs propres moyens en faisant du rétro-engineering parce que c'est des choses qui sont encore classées secret défense. Et tous les jeux étaient bien évidemment encadrés par le Cosmomol pour s'assurer voilà, des vertus idéologiques des jeux. Et pour ce qui est de l'arcade, précisément, on peut voir une frontière assez mince entre le jeu électromécanique et le jeu purement vidéo, avec souvent des imbriquements des deux et une très forte présence, en fait, si vous voulez, il y a pas de jeu sur borne générique, comme nous on a eu en Occident, c'est-à-dire vous mettez un jeu avec un panel à plusieurs boutons. Toutes les bornes sont dédiées et sont adaptées au jeu, donc vous pouvez voir par exemple les exemples de bornes qui montrent des sous-marins, enfin vous êtes là avec le cockpit, voilà, enfin à travers le périscope à viser. Tous les jeux mettent en avant un aspect vraiment immersif, où vous allez vraiment être plongé dans le jeu de par enfin, de par le contrôleur, en fait, si vous voulez. Et la plupart des jeux étaient essentiellement des clones, en fait, de jeux occidentaux, parfois réadaptés, parfois sous des contextes un petit peu différents. On peut par exemple penser à Godorki, qui est en fait un jeu traditionnel russe, un petit peu comme une sorte de pétanque, du coup, voilà, avec quelque chose de typiquement russe et soviétique. Mais pour le coup, vous alliez avoir aussi d'autres jeux, comme le jeu de sous-marin Borscore Boy, qui est inspiré d'un autre jeu plus ou moins électromécanique de Sega. Et donc tous ces jeux-là, disons qu'ils ont chacun leur spécificité, même en termes de hardware, de software et aussi de contrôleurs, ce qui leur donne un cachet vraiment esthétique assez unique et ce qui font que voilà, ce sont des très belles pièces à contempler et on se sent vraiment voilà, attiré par la terre. Et aussi l'autre chose, c'est que la plupart des jeux ayant des éléments mécaniques, ils sont assez durs à manier. Et je peux par exemple penser à un jeu qui consiste à un lever de navet, où en fait, il va vraiment tester votre force physique. Donc il y a vraiment l'idée de, oui, le jeu va vous rendre physiquement. Voilà. En tout cas, c'était ça l'intention. Donc si on peut voir effectivement que le jeu voilà, capitaliste est là pour faire de l'argent, divertir, quand bien même puisse être un bon jeu, le jeu, disons, socialiste, ou en tout cas le jeu soviétique, avait une fin du coup autre que l'argent. Du coup, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'était quand même des jeux qui étaient assez répandus? Alors globalement, oui, il y en avait pas mal dans les maisons culturelles, dans les parcs d'attractions, ce type de choses. C'était pas forcément gratuit, ça valait son coût, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont des souvenirs voilà, d'y avoir joué et c'est encore des jeux qui sont, voilà, assez populaires, en tout cas au musée où il peut y avoir, voilà, des familles qui peuvent venir. Je ne sais pas si vous pouvez montrer la deuxième vidéo du musée, qui permet de voir un petit peu mieux Ouais, on va l'avancer. le dispositif, ouais.
Donc oui, l'idée est vraiment plus de, voilà, d'avoir des choses auxquelles les gens puissent s'identifier, plus que en Occident ou au Japon, on avait vraiment des jeux beaucoup plus ouverts en termes, d'univers. Et de même, oui, comme je vous ai dit, le processus, voilà, de fabrication était très différent. C'était, des organismes d'État, donc qui faisaient ces jeux, donc il y avait pas de bien évidemment pas d'auteur identifié. Et donc voilà, c'était un peu du coup du bricolage avec tout ce qui restait. Il y avait pas cette idée de vraiment de course à la technologie. Et jusque dans la fin des années 80, il y avait encore les jeux des débuts des années 70 qui continuaient à être produits. Donc là-dessus, moins de rotation qu'en Occident. Ensuite, par rapport à tout ce qui va être jeu sur micro-ordinateur, forcément, il y a le cas de Tetris qui est assez emblématique et qui est assez représentatif aussi de tout ce qui se faisait, c'est-à-dire des jeux, beaucoup de réflexion. Beaucoup les match free games, c'est-à-dire les jeux où vous devez mettre voilà, des combinaisons de couleurs, de choses de ce style. Vous avez aussi d'autres jeux type plus classiques, type des échecs ou des jeux de calcul, des jeux de gestion. Mais ce qu'on peut dire, effectivement, comme je vous avais dit, c'était que c'est des jeux qui sont globalement moins. Il y a eu une scène beaucoup moins forte qu'en Occident. Et, oui. Et aussi par rapport à ça, il y a eu des clones de ZX Spectrum, de machines de ce type. Mais encore une fois, c'était des choses qui étaient réservées à vraiment une certaine partie de la population. Et c'est vraiment après la chute du mur, où pour le coup, il va vraiment avoir un déclin de l'arcade très fort et une explosion de tout ce qui va être machine pirate, c'est-à-dire la Dendy par exemple, qui était un clone de la Famicom qui voilà, avait un jeu qui mélangeait des assets de Mario et de Sonic. Et voilà. Ça, après, c'est l'histoire un peu des jeux en général dans les pays du tiers-monde, c'est qu'il y avait beaucoup moins de législation en termes de droits d'auteur. Donc ça a permis voilà, de faire des choses assez originales. On peut aussi mentionner en console la Brick Game, qui est une console de poche de Tetris chinoise, voilà, importée à la fin de l'URSS, et ensuite qui a été assez commercialisée après la chute du mur. Et on peut constater qu'en fait, ce fait de cloner des jeux n'est pas si différent non plus de ce qui se pouvait se voir en Occident. Je pense notamment à Space Invader, à des jeux comme ça, qui ont été clonés à chaque fois avec des différences de versions. Donc, il pouvait avoir un peu cette idée de, bah, vous avez un jeu, mais finalement, vous allez avoir plein de versions du même jeu qui vont à chaque fois changer des petites choses. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pas non plus totalement différent voilà, de ce que vous pouvez voir en Occident. Globalement, donc un retard technologique, mais qui pouvait être compensé par des principes de jeu assez simples, assez purs et qui permettaient une rejouabilité. On peut aussi noter l'absence du score dans les jeux d'arcade, à la fois pour des questions de mémoire, mais aussi on peut se dire que c'était par conséquent, un moyen aussi qu'il n'y ait pas de compétition, en fait, contrairement à ce qu'on a pu voir en Occident, où il y a eu des compétitions très tôt sur des jeux comme Donkey Kong, Defender, et pareil au Japon avec l'émergence d'une scène compétitive qui continue d'exister aujourd'hui avec voilà, tous les mois des listes records qui paraissent sur les jeux d'arcade. Par rapport comment dire, à la jouabilité de ces jeux en eux-mêmes, donc, par rapport aux jeux d'arcade, on peut noter globalement que les jeux assez simples, en fait, finalement, sont ceux qui ont le mieux résisté un peu à l'épreuve du temps. Parce que en tout ce qui concernait les jeux d'action, bah, j'ai un exemple, c'est le lien que j'ai mis en cyrillique. Donc c'est, Konyok, Gorbunok. C'est un jeu de plateforme, donc il fait 3 minutes. Alors moi, personnellement, j'y ai pas joué, mais j'ai eu le retour d'un contact à Moscou, un joueur de jeux d'arcade, qui a joué et qui a dit que c'était effectivement très rigide, et je pense que si vous voyez la vidéo, vous pouvez facilement vous en rendre compte. Un jeu de 3 minutes, mais qui prend plusieurs heures à s'apprendre parce que c'est un jeu, enfin ça veut dire c'est assez typique des jeux d'arcade, de beaucoup devoir travailler pour passer voilà, pour passer un niveau, ce genre de choses. Mais là, on sent vraiment la rigidité et le manque de, comment dire, de dynamisme du jeu et de manque de profondeur. Surtout par rapport à ce qui pouvait se faire en Occident. Je pense par exemple à Super Mario sur NES, qui est un jeu à la fois très simple, mais voilà, qui témoigne d'une grande profondeur de jeu. Et donc voilà, c'est ça qu'on a aussi, c'est que tout ce qui était jeu de course, finalement des choses dont on a pu avoir un peu l'équivalent en Occident. Finalement des jeux assez purs, ça a plutôt bien tenu l'épreuve du temps, et c'est des jeux qui continuaient de marcher, qui étaient très populaires en URSS, mais forcément d'autres jeux étaient moins populaires, et c'est pas comme comment dire? C'est pas comme en Occident où quand un jeu marchait pas, bah, en fait, il était remplacé. Là, forcément, vu que c'était un jeu fait par l'État, bah, le jeu allait rester même si c'était pas forcément un excellent jeu.
Et par rapport à la lecture idéologique, elle est assez intéressante parce que de la même manière, on peut prendre des jeux occidentaux et se dire: «Bah, finalement, va y jouer parce que c'est fun», quand bien même il y a des intentions, capitalistes d'exploitation. On peut penser, oui, à tous les jeux d'arcade ou même aux tous les jeux actuels avec les microtransactions. Il y a aussi certains témoignages en URSS qui témoignent de, bah, en fait, oui, effectivement, peut-être que c'était un moyen pour l'État de nous manipuler, de nous donner un petit peu, voilà, d'espoir, mais aussi, il y a l'idée que le jeu, en fait, est juste fun et vous allez y jouer parce que c'est un jeu qui peut être intéressant. Donc ce contenu, finalement, idéologique était présent dans les intentions des développeurs et de l'État. Mais après, quand vous jouez au jeu, finalement, c'est un jeu et c'est vrai qu'ils ont des spécificités de par ce contexte-là, mais ça reste, voilà, ça reste un jeu. Donc cette lecture idéologique qui peut être plus ou moins poussée en fonction de, voilà, en fonction de la manière de voir les choses. Et c'est pas non plus des jeux qui avaient un scénario extrêmement, disons, voilà, développé. Là-dessus, je pense en Occident, il y a peut-être même des jeux qui étaient plus propagandistes sans forcément s'en rendre compte. Donc ça, c'était pour ma première partie. Donc voilà, de voir en quoi ça pouvait être une alternative, à la fois d'un point de vue esthétique, en termes de modèle. Ensuite, en seconde partie, je voudrais un petit peu nuancer et montrer un petit peu des écueils qu'il y a pu avoir dans ces jeux soviétiques, des écueils qu'on retrouve aussi dans les jeux capitalistes et dans le système capitaliste. Tout d'abord, c'est l'exploitation, bien évidemment, des développeurs, donc pas forcément rémunérés, pas forcément, donc on peut p penser à Alexei Epajintov, le créateur de Tetris. D'ailleurs, il y a une vidéo de Tetris que vous avez envoyée, si vous voulez la lancer en même temps. Donc ça, c'est le jeu original, donc il y a eu beaucoup de versions. Donc il faut savoir qu'il a attendu une dizaine d'années avant de toucher ses droits, parce que le jeu a été, vendu par, l'association Elorg, enfin le Electro Gornotica, l'instance, qui gérait le jeu vidéo en Union soviétique. Donc il a été dépossédé de et donc l'État s'est fait de l'argent sur son jeu et il a dû attendre très longtemps et donc en fait, oui, cet aspect-là qu'on retrouve aussi en Occident dans le alors je sais pas si c'est bon au niveau du son? Ah oui, non, je d'accord. En fait, cet aspect, oui, cet aspect-là qu'on retrouve dans des sociétés, voilà, des auteurs anonymisés, on le retrouvait aussi en URSS, notamment parce que le droit d'auteur n'existait tout simplement pas. Donc tout ce que vous faisiez, ça appartenait à l'État et l'État pouvait en faire ce qu'il voulait. En l'occurrence, oui, l'État a vendu les droits à Nintendo qui ensuite s'est pas privé d'exploiter le jeu. Ensuite, tout ce que j'avais dit aussi au niveau du plagiat, du clonage, en fait, vraiment l'idée de faire avec les moyens, parce que forcément c'est un État fermé, donc vous n'allez pas avoir toutes les influences de l'étranger, des développeurs qui, pareil, développaient, bah, comme l'exemple que je vous avais montré de ce jeu de plateforme, des jeux forcément avec la connaissance qu'ils avaient du jeu, du genre, sachant que tout ce qu'ils faisaient aux États-Unis ou au Japon ou même en Europe a aussi alimenté voilà, les développeurs et donc voilà, se mettait à développer des meilleurs jeux. Là, il n'y avait pas forcément eu ça en en Union soviétique. Et globalement aussi, on peut noter comment dire? Un sorte de cloisonnement, en fait, en termes d'émulation. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait pas de marché, comme en Occident, donc il y avait, voilà, des avantages, mais il y avait aussi des inconvénients. C'est que forcément les jeux circulaient moins, parce qu'en Occident aussi, il y avait tout ce qui était, le fait des jeux piratés, les bootlegs, mais finalement, ça a aussi permis d'avoir plus d'émulation et aussi avec tout ce qui était les composants beaucoup plus accessibles, d'avoir finalement une scène beaucoup plus vivante qu'en URSS où c'était, globalement assez, où il y avait en fait des très bons jeux voilà, qu'ils ont émergé. On pense à Tetris qui reste un des jeux les plus joués au monde, voilà, si on confond toutes les versions. Mais voilà, il y avait pas cette course envers le client, envers l'idée de vraiment voilà, de se dépasser et de créer, voilà, des jeux toujours plus, qui fassent toujours plus rêver, toujours plus riches. Donc voilà. C'est vrai que là-dessus, voilà, on peut noter que et aussi forcément que ce modèle est, indirectement dépendant du modèle capitaliste, en fait, parce qu'il a pris ses sources dans le modèle capitaliste, dans les jeux électromécaniques qu'on pouvait voir en Occident et voilà, à travers tous les jeux, voilà, copiés et cette idée n'était pas soviétique, c'est vraiment une idée des voilà, occidentale, qui se sont dit qu'ils pouvaient reprendre un petit peu à leur compte et à leur manière. Donc en conclusion, je voudrais dire je pense que c'est intéressant de ne pas occulter ces jeux-là malgré leurs limites. C'est pas forcément effectivement le système de production le plus souhaité, le plus idéal et
effectivement, il héritait aussi de pas mal de problèmes qu'on retrouve même aujourd'hui dans les jeux capitalistes, mais d'une certaine façon, ça montre qu'un jeu anticapitaliste est possible, a été possible et sera sûrement toujours, possible et peut être voilà, c'est intéressant je trouve de voir comment ça a été, une alternative, comment, même ces jeux encore aujourd'hui, ils sont joués par les touristes aussi bien, russes, voilà qu'occidentaux et voilà en quoi enfin, ça reste des jeux je pense, très intéressants d'un point de vue voilà, tout simplement esthétique et je pense que voilà, l'étude de ces jeux-là gagnerait à être, un petit peu développée parce que pour ma part, j'ai pas trouvé grand-chose donc voilà, j'ai essayé de faire un tableau, très général, mais voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut prendre, oui, vas-y. Hey, salut! Bonjour. Dans le cadre de ton étude, est-ce que peut-être tu l'as mentionné, mais est-ce que tu as une date limite à partir de laquelle tu arrêtes d'étudier les jeux vidéo russes? C'est-à-dire? Ben, est-ce que tu dis à partir de l'an 2000 j'arrête ou Ouais, alors en fait, moi, c'était vraiment sur les jeux, soviétiques. Donc, j'ai parlé un petit peu de ce qui s'était passé après pour un peu, nuancer, notamment au niveau de l'accessibilité. Mais moi, je me demandais vraiment dans un cadre, on va dire socialiste ou communiste, même si c'est voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ces catégories, politiques. Mais ce qui se passe ensuite en Russie dans les années 90, bah, déjà, c'est une, perte très importante de niveau de vie, d'indice de développement. Et donc une explosion du marché du jeu vidéo avec, tout ce qui est, jeux pirates qui se retrouvaient vendus, même à côté de certains commissariats, par exemple. Et après un essor aussi très important de la scène PC. Mais ça, je pourrais moins vous en parler. Mais oui, globalement, une accessibilité beaucoup plus accrue après la chute du mur. on a une autre question? Ouais, bonjour, ouais, merci. Bonjour. Je me demandais, si on pense comme quelques décennies avant dans le cinéma soviétique a eu vraiment une influence énorme sur le média au complet Mmh, national. Et pas juste une influence sur les cinéastes, mais euh, les théories qu'on utilise pour penser le cinéma. bien sûr. Et je me demande, est-ce que c'est le hasard qui a fait que le jeu vidéo a été tellement négligé ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport au jeu vidéo qui a empêché soit traité de la même manière. Je ne sais pas si ma question fait du sens. Ouais, alors c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que effectivement, au niveau du cinéma, enfin, on peut penser à Eisenstein ou même Tarkovsky. Enfin, l'histoire de cinéma soviétique, c'est un petit peu l'histoire voilà, du cinéma et certains plans, voilà, d'Eisenstein, certaines manières de monter Eisenstein sont encore, voilà, enseignés dans les écoles. Je dirais que l'histoire du jeu vidéo soviétique est quand même plus tributaire à ses débuts des jeux vidéo américains, en fait. Et il y a toujours eu un peu cette volonté de compenser le retard technologique par une simplicité de jeu et c'est tout le génie en fait de Tetris. C'est-à-dire qu'on voyait bien que par exemple sur un jeu d'arcade type action, platformer, c'est pas du Castlevania, c'est pas du voilà. Là-dessus, c'est pas vraiment comparable en termes de qualité de production, mais dans un jeu comme Tetris ou dans les jeux à moitié électromécaniques, je pense qu'effectivement, il y a une école, une manière de faire vraiment typiquement soviétique qui oui, a pu faire, alors effectivement, ils en ont pas tiré eux-mêmes le profit parce que et finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le jeu Tetris qui a été vendu, finalement, c'est le jeu qui a voilà, qui a explosé et peut-être d'autres jeux, sont restés un peu cloisonnés et auraient gagné à être, à être diffusés. Mais en tout cas, je pense que c'est esthétiquement, d'un point de vue vraiment artistique, que ce soit au niveau de la voilà, la forme des meubles, du gameplay, je pense que c'est des jeux, oui, qui mériteraient d'être découverts. Si, et en fait, parce que si je prends parce que tu mentionnes Tetris, est-ce que le contexte dans lequel cette vente est faite, c'est quand même pendant l'effondrement, en fait, c'est à la fin du système socialiste. Oui, c'est, 86 il me semble, donc il me semble que c'est un jeu développé par un informaticien, un scientifique, un peu pendant son temps libre, un peu comme ce qu'on avait dans les années 60, aux États-Unis. Après je peux pas dire exactement quelle diffusion ça a eu. Je pense que ça a eu une certaine diffusion, mais peut-être pas tant que ça et c'est au moment effectivement où l'URSS vend les droits à Nintendo
que ça s'est développé. Mais après, je pense que le jeu vidéo est aussi un art, à certains égards, un petit peu comme la musique, qui n'est parfois pas très politique. C'est-à-dire, si vous jouez à un jeu, vous jouez à un jeu. Après, vous pouvez lui mettre l'habillage que vous voulez, lui dire que bah, vous allez tuer des Russes ou des Américains. Mais finalement, le jeu, si c'est un jeu de tir ou de réflexe, ça va rester un jeu. Et effectivement, ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'est vraiment l'idéologie qu'il y avait derrière qui a donné certaines formes, voilà, certaines thématiques militaires, de réflexion, de développement des connaissances, mais je pense pas que c'est voilà, je pense pas que enfin, c'est des jeux qui peuvent, je pense, exister dans tout contexte, même si le contexte les influence, les plus influence. Moi, j'aurais un commentaire, mais après, c'est quelque chose que tu Ouais. as mentionné en début de présentation, que ton aspect était plutôt sur l'esthétique et la philosophie, moins sur les aspects socio-historiques. Mais finalement, en fait, on se rend compte que l'URSS, dans les années 80, était déjà dans une période de relations et de contact avec l'Occident. Ça peut aussi durant le rachat avec Nintendo et aussi que c'était de l'expression que c'est un espace assez fermé, l'URSS, c'est finalement peut-être pas tant que ça, et je pense très favorable dans ces fins d'année-là. Et on se rend compte finalement que le jeu capitaliste, le jeu communiste et que l'URSS, le Front mondial, reste productiviste, impérialiste, Oui, absolument, oui. conquête spatiale, d'armée. Oui, tout à fait, oui. Moins une alternative finalement dans ce qui représente ces thématiques-là, et peut-être plus une alternative dans le sens où tu disais que ce n'était pas conditionné à la vente, parce que si ce n'était pas vendu, ça restait possession de l'État, qu'il n'y a pas de score, donc pour des raisons technologiques ou des questions idéologiques, en tout cas, c'est ça. Et ça soit aussi la mainmise de l'État, qui est une certaine nationalisation en fait, de l'industrie. C'est peut-être en ça, plus que ça ressemble à une alternative. Il y a beaucoup de liens justement avec le. Oui, absolument, oui. Oui, c'est vrai que c'est une manière de faire différente, mais comme tu le dis, l'idée, c'est vraiment de former des bons citoyens. Donc, voilà, c'est pas de leur prendre leur argent, mais c'est quelque chose qui est pas forcément mieux. Et c'est vrai que j'ai vu peu d'exemples de jeux vraiment scénaristiques ou qui proposaient autre chose. Alors peut-être parce que c'était pas admis, ou peut-être c'est des jeux textuels qui, voilà, un petit peu comme les samizdat, pouvaient pas être diffusés. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, voilà, d'expansion. L'URSS, ça restait un empire, et donc voilà, de former voilà, des bons citoyens. Alors je sais pas si ça a forcément réussi ou pas, parce que voilà, ça restait des jeux, mais effectivement là-dessus, je dirais pas que c'est une alternative vraiment subversive par rapport à ce qu'on pouvait avoir en Occident, qui faisait finalement très bien ce travail de propagande, avec une économie complètement commerciale. Parfait. Comme il y a une question sur Tetris, je vous mentionne qu'à la Grande Bibliothèque, non loin d'ici, il y a la BD de 2016 qui explique toute la saga de la commercialisation du jeu. Donc, vous pouvez aller de Box Brown. Je ne sais pas si notre conférencier l'a consulté, mais. Alors non, je connais pas, mais je serais très curieux de voir ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.